Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Allez, on retourne à l'école. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent. On est 18h, on est parti pour une nouvelle émission d'heure de colle, émission que vous retrouvez. Il y a un téléphone, les amis, qui fonctionne. Faites attention, j'entends, non ? Non. On a un petit retour. Je crois voilà. que c'est le tien, Jean-Luc. Non, les miens n'est pas encore sur le live. Donc, bonjour à tous. Je le disais, on est sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook pour nous suivre en direct, et comme à la télévision, effectivement, avec l'équipe qui m'accompagne ce soir pour cette nouvelle émission d'heure de colle. Une émission que vous retrouvez, je le rappelle, tous les 2 mois. Peut-être qu'ils seront bons l'année prochaine pour en faire une tous les mois, mais bon, on verra s'il arrive au même niveau que vous, notre cher... on verra si le directeur est d'accord. Voilà, effectivement. Allez, ce soir, on retrouve dans l'ordre pour m'accompagner le sourire et la demoiselle de cette équipe, c'est Bénédicte. Salut Bénédicte. Bonjour. Celui qui prépare l'émission, qui a un peu plus de taf que les autres. La star, quoi. Je veux dire, alors, c'est Arnaud. Là, non, pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, Yves et Bénédicte ont bien plus préparé que moi. Surtout Yves. D'ailleurs, d'accord. il faut vraiment le remarquer. Voilà, bonsoir à tous. On va rappeler que Bénédicte est enseignante, c'est ça, effectivement. Qu'Arnaud est conseiller pédagogique et que notre jeune Yves. Oui, mon cher Jean-Luc. Je suis enseignant aussi. Et lui enseignant, et lui du côté de la principauté de Monaco. Tout à fait. Voilà. Secondaire. Oui, effectivement. Collège, lycée, voilà. tout à fait. Une belle émission qui démarre. Alors ce soir, on va traiter un sujet quand même assez sérieux. Oui. Même si les autres ont toujours été assez sérieux. Ce soir, on va parler du handicap, d'où le titre Tous handicapés. Et on va parler de cette loi, c'est 20 ans de cette loi sur le handicap et le handicap à l'école. C'est ça, mon cher Arnaud ? Tout à fait. Donc, nous avons choisi ce soir de parler de cette loi qui a considérablement chamboulé la forme scolaire, qui a vraiment a été un véritable tsunami au niveau de l'école. Cette loi date de 2005 et nous allons voir en quoi celle-ci a posé la question en quoi a-t-il transformé le système scolaire, en essayant aussi de se poser cette question un peu provocatrice, tous handicapés. Nous verrons en quoi il y a dans cette loi à travers le droit à la singularité des éléments qui aujourd'hui posent question, puisque le constat, on va en discuter tout au long de l'émission, le constat est mitigé, il y a des éléments positifs, des éléments négatifs. Mais pour introduire ce sujet, à l'initiative de Bénédicte, nous avons interviewé des enfants de 5 à 12 ans, à qui on a posé 3 questions. Bénédicte ? Donc on leur a demandé de définir ce qu'était pour eux le handicap. On leur a demandé si dans leur école, il y avait des enfants qui étaient en situation de handicap. Et on leur a demandé quel type de handicap ils connaissaient. L'idée, c'était finalement de demander aux premiers intéressés ce qu'ils pensaient de la question, s'ils avaient connaissance de la question aussi, puisque finalement, comment ils vivent ça sur le terrain, à l'école en tout cas, et dans leur vie d'enfant. Et puis partir de leur représentation, c'est-à-dire... partir du regard d'enfant pour effectivement... à partir de leurs idées, évoluer sur la question. Nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion, comme leçon, comme idée, comme perspective pour s'interroger sur justement les 20 ans de cette loi. Voilà, donc je vous propose d'écouter ces extraits, on en discute. On écoute le premier extrait, donc première interview de jeunes, effectivement. C'est quoi pour toi le handicap ? Handicapé. C'est quoi ? C'est se casser la jambe, par exemple. C'est quand on a un membre ou un sens en moins. C'est quand on comprend pas bien les choses. Le handicap, c'est quelqu'un qui a des problèmes. Handicap, ça peut être un handicap physique, ou alors ça peut être aussi un handicap psychologique. C'est un peu un trouble. Le handicap, c'est des problèmes qu'ont les gens, que ce soit physiquement, on peut le voir, ou mentalement à l'intérieur, et qui ont un petit truc en moins que nous, qui ont des difficultés. Le handicap, c'est des gens qui ont des problèmes soit mentaux ou physiquement. C'est quelque chose non passager qui ne va pas. Être aveugle, ce n'est pas un handicap passager. Aveugle, généralement, c'est toute la vie.
Le handicap, c'est une personne qui a des problèmes, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, ou qui a des problèmes dans sa tête, son corps. Pour moi, c'est quand on ne peut pas faire certaines choses parce qu'on a un problème. Pour moi, le handicap, c'est quelqu'un qui a des soucis, qui est différent. Donc soit il a des soucis mentaux, donc il a un souci physique, donc il a plus de jambes, il a du mal à marcher ou à se servir de ses bras, voilà. Okay. Alors dans ce premier interview que tu as réalisé, Bénédicte, on entend une définition du handicap par les enfants. Alors ils ont tous des versions, on peut écouter, ils ont tous des vues, des vues qui se recoupent, mais malgré tout, ils ont quand même des vues différentes effectivement sur le handicap. Il y en a qui vont y mettre du mental, il y en a qui vont y mettre du physique, il y en a qui vont y mettre les deux. Donc le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est aussi le handicap à l'école. C'est ça, effectivement. Et là, tu as été faire un deuxième interview où là, tu poses la question du handicap à l'école, si j'ai bien compris, c'est ça ? Oui. On va l'écouter ? Allez, on l'écoute dans la foulée. Et est-ce que dans ton école, il y a des enfants en situation de handicap ? Peut-être qu'il y en a, mais ça se voit pas du tout, ou ça se voit pas, ça se voit un tout petit peu, mais je sais pas. Quand on est dans une classe spéciale handicapée, et il y a des fois, il y a des hommes qui viennent aider les personnes handicapées. Dans ma classe, il y en a 2, et il y a pas mal de dyslexiques, il y a des trisomiques aussi. Par exemple, il y a 2 élèves qui sont Ulysse, et que du coup, ils ont un appareil auditif pour mieux entendre ce qu'on dit. Elle a beaucoup de mal à parler. En fait, elle communique pas du tout. Je crois qu'elle est dans sa bulle et elle nous entend pas. Enfin, elle a appris l'anglais toute seule, mais sinon, elle parle pas français. Elle a vraiment besoin de quelqu'un avec elle tout le temps. Il y en a qui sont en fauteuil roulant, par exemple, ou il y en a qui ont des problèmes scolaires parce qu'ils ont un trouble mental. On va écouter le troisième interview, c'est ça, Bénédicte, où tu poses les questions de handicap. Je me profite pour rappeler, c'est vraiment une coïncidence aujourd'hui, c'est la journée de l'autisme, et qui est une forme d'handicap effectivement, et l'émission tombe pile poil aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous avez choisi le thème en fonction, mais c'est une coïncidence peut-être. C'est une pure coïncidence. Pure coïncidence, faut être honnête. Voilà, on écoute le troisième interview réalisé par Bénédicte et ses élèves. Connais-tu différents types de handicap ? Alors, il y a le handicap physique, psychologique, et il y a aussi le handicap de la vue ou de l'ouïe. Oui, le handicap mental et le handicap moteur. La dyslexie, ou je sais pas trop comment on dit, la trisomie, être autiste. Après, il y a ceux physiques, c'est aveugle, muet, sourd. Le paraplégique, c'est tout. Le handicap moteur et le handicap mental. Le handicap mental, c'est quand tu n'arrives pas très bien à réfléchir dans ta tête. Le handicap moteur, c'est quand tu n'arrives pas bien à te déplacer physiquement. Se casser l'oreille, se casser le nez, être aveugle, de se casser la main. Quel âge sur le dernier interview, la petite fille qu'on entend pour terminer ? Elle a 4 ans. 4 ans, c'est joli parce que se casser l'oreille et se casser le nez, c'est pas mal. J'ai adoré la fin. Mon cher Arnaud. Ce qui est intéressant à l'écoute de ces interviews, c'est qu'on a une conception finalement très ancienne du handicap, puisqu'on a les notions de qu'on a quelque chose en moins. On a l'idée qu'il faut combler une lacune. On a l'idée qu'il y a une difficulté, il y a un souci. Mais il y a aussi l'idée que le handicap est invisible, puisqu'il y a une des interventions qui dit peut-être qu'il y en a, mais je ne le sais pas. Et quand on parle de dyslexie, par exemple, eh bien, c'est un handicap qu'on ne doit pas voir. Et effectivement, la plupart des enfants en situation de handicap, et on va revenir sur cette notion de situation de handicap, quand Yves, tu vas prendre la parole justement pour définir... Faire un peu l'historique. Voilà, pour faire l'historique. Eh bien, on a plus de la moitié, environ 60% des enfants qui sont scolarisés, qui souffrent, qui sont atteints de troubles d'ordre psychique, intellectuel ou cognitif. Et finalement, on voit que l'image de l'handicapé, et d'ailleurs, quand tu as fait la promotion de l'émission sur les réseaux, tu as mis qu'est-ce que tu as mis ? Tu as mis un fauteuil roulant.
Et alors que les troubles moteurs représentent à peu près 7% des enfants qui sont scolarisés. Et c'est vrai que cette image, et là on le voit que quel est le pictogramme du handicap qu'on voit sur le parking, c'est l'image du fauteuil roulant. Et quand tu tapes cette image en fin de compte sur les réseaux pour comment dire, illustrer cette émission, quand j'ai tapé juste handicap, c'est la première chose qui est sortie, bien sûr. Or, le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est davantage l'inclusion des personnes en situation de handicap mental. Tout à l'heure, aujourd'hui, comme tu disais, c'est la journée internationale de l'autisme. Par exemple, typiquement, est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité d'inclure et de permettre à toute personne atteinte d'autisme à divers degrés de pouvoir avoir une vie autonome, indépendante. La notion de normalité, on va bien sûr la questionner. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal ? On va essayer aussi de dérouler sur cette question. Alors, quand on a annoncé l'émission, effectivement, il y a une maman que je connais et qui a un fils qui est autiste et elle a mis ce commentaire. Il n'y a pas assez de tout, en fin de compte. C'est là où on va peut-être en parler. Bien sûr. Bien sûr. Parce que d'où on vient, justement. Quelle est l'histoire du handicap à la fois dans la société française, puisqu'il y a vraiment une spécificité française qu'on peut rejoindre avec d'autres pays. D'où on vient, où en sommes-nous aujourd'hui et où est-ce que nous devons aller ? Ce sont ces questions auxquelles vous allez essayer de répondre ce soir. Yves. Alors moi je suis ravi de participer à cette émission sur ce sujet parce que je pense être la seule personne autour de la table qui est handicapée. En tout cas, peut-être que tu es le seul à avoir un handicap visible, mais peut-être que tu sais pas que moi j'ai des troubles 10. Sans doute. Que Arnaud a des troubles mentaux. Voilà. Ça, on savait déjà. C'est partie de l'émission. Non, mais pour le coup, effectivement, ça permet, si vous voulez, de prendre un peu de la hauteur sur ces questions-là. Moi, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches par rapport à l'historique et je pense qu'il faut revenir à la base en disant déjà, la première chose, c'est que le droit à l'éducation pour tous les enfants, qu'ils soient ou non en situation de handicap, dans notre Constitution, c'est un droit fondamental. Première chose. Je ferai juste vas-y. 30 secondes, petit aparté. Je lirai un commentaire de quelqu'un qui nous suit ce soir, et Anthony, et qui met un commentaire. Il est chauffeur de bus et il a une remarque, effectivement. On le lira tout à l'heure. Vas-y. Donc, en fait, depuis 1946, donc, c'est comme je vous ai dit, un fondement constitutionnel. Donc, la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction et à la formation professionnelle et aussi à la culture. Ça fait partie de l'alinéa 13 de la Constitution. Il est aussi précisé dans le Code de l'éducation en tant que premier droit que ce droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer pleinement sa citoyenneté. Ça, c'est essentiel. C'est l'alinéa 4 du Code de l'éducation. Mais il y a une notion essentielle qui découle de ça et dont on ne parle pas là. C'est l'inclusion. Et c'est ça qui est important. Parce que la loi handicap de 2005, la loi du 11 février 2005, c'est ça. C'est l'inclusion. L'inclusion, qu'est-ce que c'est ? C'est permettre en fait les qualités des droits et des chances et la participation à la citoyenneté pleine et entière pour les personnes justement qui sont handicapées. Handicap physique, mentaux, visibles, non visibles. Et c'est vrai que cette loi, elle a été longtemps attendue. Elle est arrivée. Alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Je vous fais un petit historique rapide. D'abord, on va peut-être définir qu'est-ce que c'est que le handicap. Donc, la loi a introduit pour la première fois dans le Code de l'action sociale et des familles une définition du handicap qui est inspirée de la classification internationale du handicap. Première chose. Les MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées. Est-ce que tu pourrais lire la définition du handicap dans la loi de 2005 ? Non, parce que ça, je l'ai pas. Parce que ce qui est important, c'est qu'elle met en avant la notion de situation de handicap. Oui, c'est ça. Parce que le terme de handicapé, il y a quelque chose de déterminé, qui est fini. Pour reprendre ton exemple, donc tu as un handicap au bras gauche. Il y a des situations, là en ce moment, tu n'es pas en situation de handicap. Pas du tout. En revanche, si je te demande d'apporter... Porter, je peux, mais soulever, je peux pas. Voilà. De porter, de soulever des choses, là tu vas être en situation. Donc tout dépend vraiment... Voilà. D'accord, c'est la notion c'est ça qui est important, la situation. C'est en rapport avec l'environnement. D'accord. Si toi, par exemple, on te met au beau milieu de la Chine, tu es en situation de handicap. Parce que tu parles pas chinois. Voilà. Et c'est là où on a justement, il y a un petit peu, il y a une difficulté sur le terrain, c'est que il y a une confusion entre justement la notion
de besoins particuliers et de situations de handicap qui parfois se recoupent. Mais bon, ça c'est un peu technique. Non, c'est pas technique, mais effectivement, voilà, l'idée générale, c'est que dans cette loi, il y a des éléments essentiels qu'on va mettre en avant. On va mettre en avant l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on a des obligations d'accessibilité dans les lieux publics pour les personnes handicapées, dans les transports, l'espace public, voilà, les moyens de communication. Ça, c'est excessivement important. On a aussi dans l'éducation cette garantie qui est essentielle, qui est une inclusion des enfants en situation de handicap. Au niveau de l'emploi, c'est pareil. La loi renforce l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises de 20 salariés et plus, avec un quota de 6% dans les effectifs. Et aussi ce droit à la compensation qui est important, parce que c'est vrai, les situations de handicap amènent des compensations. C'est ça qui est important. Alors ça, c'était le point de vue général de cette loi. Après, sur les questions vraiment d'éducation, c'est clairement le droit à la scolarisation pour les enfants en situation de handicap. Ensuite, la mise en place de projets personnalisés de scolarisation, les PPS. On a aussi, alors là je vous donne mon exemple parce que moi je l'ai vécu au quotidien en tant que prof principal en histoire géo, maintenant je suis professeur documentaliste, mais voilà, à l'époque, moi j'avais des enfants qui étaient en situation de handicap et dans ce cas-là on mettait en place de la compensation par le biais de PAP, projet d'aide personnalisé pour chaque enfant, c'est-à-dire amener des solutions pour justement qu'on puisse compenser. Par exemple, dans un contrôle, on pouvait éventuellement enlever des questions, on pouvait augmenter la taille du contrôle pour les caractères. Et il y a des enfants qui étaient incapables de spatialiser tout ce qui était tâches géographiques, on limitait à certaines choses. Je donne des exemples précis pour bien qu'on comprenne. Mais voilà, c'est des choses qui se font dans l'éducation et qui sont mises en place. Après, aussi, ce qui est important, c'est peut-être d'accompagner ces élèves. Donc, on a créé les accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH. Alors ça, j'y reviendrai après parce que bon, ça amène beaucoup de soucis et même si l'idée de base est peut-être bonne, la finalisation et comment ça évolue, c'est pas forcément positif, même si on voit que depuis 2005, on est passé d'à peu près 18 000 AESH, enfin, c'était pas ce terme-là à l'époque en 2005, mais aujourd'hui, il y en a 140 000 AESH. Mais est-ce que ça, c'est vraiment la bonne solution pour les enfants en situation de handicap ? C'est une question qu'on se posera sans doute. Alors que tu entends qu'il n'y en a pas assez. Exactement. Après, je termine juste. Donc les classes Ulysse, unité localisée pour l'inclusion scolaire, donc ça aussi. Et voilà, on a fait aussi évoluer et adapter ces AESH depuis donc 2005, mais ça on aura l'occasion d'en parler. Moi, ce que je veux dire, juste, je termine là-dessus. En 2005, on avait 130 000 enfants qui étaient scolarisés et qui étaient en situation de handicap. Aujourd'hui, on en a 520 000. Donc tu fais le rapport 130 000, 18 000 vous avez compris ? 18 000 AESH, oui, voilà, c'est ça. On passe à 140 000 en 2024. Et il y a 500 000 enfants, 4 fois plus. Voilà, donc ça, si on prend simplement en termes de chiffres... Il en manque toujours. Il en manque toujours, mais on peut toujours dire que c'est une avancée. Et voilà, alors ça c'est là où je voulais en venir. Ils sont mal utilisés. Ils sont mal utilisés. On était à un rapport de pratiquement 1 pour 10, 1 pour 9, et là on a un rapport de 1 pour 4. Alors, pour poursuivre un petit peu sur d'où est-ce qu'on vient, il faut savoir qu'en France, jusqu'à un passé assez récent, on parlait d'enfance inadaptée. Jusqu'à présent, les enfants en situation de handicap, ou en tout cas qui avaient de besoins particuliers, c'était l'affaire de l'enseignant spécialisé. C'est ça. Ils n'étaient pas dans les classes ordinaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas, par exemple, dans d'autres pays comme la Finlande ou la Suède, où depuis longtemps le handicap était inclus. C'est un modèle universaliste. Nous, on a été jusqu'à présent sur un modèle plutôt de ségrégatif, de ségrégation. C'est le handicap, c'est l'affaire d'enseignants spécialisés, c'est l'affaire d'éducateurs spécialisés, c'est l'affaire du médical, mais certainement pas de l'éducation nationale. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être humble par rapport aux difficultés et à la complexité qu'on trouve sur le terrain, puisque il y a plein de choses déjà sur lesquelles il faut être au clair. Première question, croyons-nous tous, en tant que société, à l'éducabilité de chacun ? C'est-à-dire que chacun, avec ses qualités, ses défauts, etc., est-ce qu'on croit que chaque personne est capable d'apprendre, est capable justement de pouvoir s'élever ? Donc déjà, il y a cette question-là à laquelle il faut... Ça dépend apprendre quoi ? En tout cas, voilà, il faut... et donc, on voit que tout à l'heure, tu parlais de compensation et d'accessibilité. Il y a une différence entre les deux. La différence, c'est que la compensation, souvent, elle va être individuelle.
Et donc, soit on va proposer un accompagnement humain, on a parlé des AESH, ça va être une compensation, comme tu l'as dit, pour des examens. Pour des évaluations. Compensation financière aussi. Compensation financière aussi, bien entendu. Bon, il y a un certain nombre de compensations. Mais l'accessibilité, qu'est-ce que c'est? Pour reprendre l'exemple de l'examen, l'accessibilité, ça veut dire, tiens, on va faire tous les documents en format avec la police adaptée. En format A3 avec une police adaptée. Pour tout le monde, parce que finalement, le tout venant, le valide, entre guillemets, lui, que ce soit en 14, 16 ou 12, il n'en a rien à faire, ça sera pareil. C'est un peu comme si toi, pour entrer dans ton studio, je suis en situation de handicap moteur, je viens soit avec des béquilles ou il y a une rampe d'accès pour rentrer avec le fauteuil. Voilà. Et la rampe d'accès, on reprend souvent cet exemple, la rampe d'accès pour les fauteuils, tout le monde peut la prendre. Voilà. C'est une accessibilité. Et l'idée, voilà, en tout cas, et on voit bien à quel point c'est quelque chose qui est très complexe, qui est très long, c'est de proposer un environnement qui soit le plus inclusif. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce mouvement mondial universelle, parce que cette loi, elle émane d'une conférence de l'ONU sur les questions justement de désinstitutionnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, le handicap, encore une fois, ce n'est plus l'affaire des hôpitaux ou de l'enseignant spécialisé. Alors après, Bénédicte. vous n'avez pas encore évoqué la question des établissements spécialisés. Moi, je travaille dans un établissement spécialisé, donc il faut que je parle un peu. Depuis près de 20 ans, il faut que nos auditeurs le sachent. Voilà. Bénédicte a une très grande expérience. C'est un pur produit de la loi de 2005, puisque j'ai commencé à pratiquer l'enseignement à l'année de la loi, et aujourd'hui, donc, ça fait 20 ans que je suis en établissement médico-social. Et donc, pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'institutionnalisation et le fait que le handicap, c'était l'affaire en tout cas pas l'affaire des enseignants, en tout cas pas des enseignants ordinaires. Ordinaires, ouais, tout à fait. La loi de 2005, elle a essayé de mettre en pratique le droit commun, c'est-à-dire que chacun a droit à être dans une école et recevoir des savoirs et accéder aux apprentissages comme n'importe quel enfant. Et donc avant, comme disait Arnaud, quand on était dans cette époque de les asiles, on avait des asiles, ça s'appelait vraiment comme ça, où on mettait les enfants handicapés. Les enfants handicapés, il y avait l'amendement Creton, on entrait à 6 ans et on en sortait à 25 ans. Et on allait ensuite dans des structures handicapées pour adultes et on ne se posait pas la question même de l'emploi, etc. L'employabilité, bien sûr. Aujourd'hui, finalement, pourquoi il y a... Alors souvent, quand je discute avec des personnes, on me dit « Mais avant, il n'y avait pas autant de 10, il n'y avait pas autant de TSA, il n'y avait pas autant tout ça. » parce qu'ils n'étaient pas... C'était juste qu'ils n'étaient pas dans les écoles. Non, c'est pas ça, ils étaient dans les écoles, mais le problème qu'il y avait, c'est qu'à l'époque, on ne se posait pas la question. À l'époque, tu avais un institut ou même un prof, il disait « Ouais, bon, t'es pas doué, hein, c'est tout. Hein. » Mais voilà. Alors qu'en fait, maintenant, aujourd'hui, avec les neurosciences, on se rend compte que ces enfants, c'est pas qu'ils sont pas doués, c'est qu'ils font les choses de façon différente. Voilà. C'est pour ça qu'il faut s'adapter. Et c'est ça qui est important. Après, il y a quand même la question du nombre. C'est-à-dire que oui, voilà. Moi je travaille avec des enfants pour lesquels on construit au maximum qu'on peut une scolarité ordinaire. Donc, on peut faire un peu la classe dans l'établissement spécialisé et aussi en partager dans une école ordinaire dans leur école, puisque l'idée, c'est que l'enfant il soit dans son école de secteur. C'est-à-dire que dans son milieu, dans son environnement, c'est tout son environnement qui va se rendre accessible pour lui. Et donc, même s'il est accompagné par une structure spécialisée, l'idée, c'est de lui permettre d'avoir un pied dans son école et de plus en plus. Et donc, forcément, ça demande aux enseignants, tous les enseignants, hein, de rendre accessible leur pratique. Et c'est ça qui est difficile, je pense, parce que bien sûr qu'il faut que tous les enfants soient dans les classes, mais on sait que pour les enseignants, c'est difficile. C'est très difficile. C'est très, très difficile, parce que si tu as 2-3 enfants qui sont en situation de handicap, on parle de la journée de l'autisme aujourd'hui. Moi, ma femme, qui est enseignante aussi, a eu pendant de nombreuses années un autiste dans sa classe. Quand il fait des crises, quand tu as une classe de 28, c'est lourd. Et elle, c'était du multiniveau, c'est lourd. C'est très lourd. Alors après, on essaie de s'adapter, on fait au mieux. Moi, ma femme est une professionnelle, mais elle n'était pas formée sur ces questions du handicap, donc elle s'est formée seule parce qu'elle n'avait pas le choix. Et oui, effectivement, à un moment donné, elle a trouvé des solutions.
je précise une nouvelle fois, seul, même si on a effectivement, on est censé avoir des gens qui nous aident, mais bon, là en l'occurrence c'était compliqué, et c'est vrai que quand on est dans ce cas-là, il faut aussi penser aux autres élèves, quoi. Quand tu as 28 élèves dans la classe et que tu as 3 enfants qui sont en situation de handicap, dont un qui est atteint d'autisme à un degré assez élevé, bah, c'est compliqué, parce que l'enfant tu peux pas le mettre de côté, parce que c'est important pour lui aussi d'essayer de faire évoluer son quotidien et que il s'adapte lui aussi et que nous on essaie de s'adapter à lui, mais c'est effectivement difficile. Mais du coup, peut-être que sur ces situations-là, on peut embrayer sur la question des AESH. Bien sûr. J'attends avec impatience. Yves aime beaucoup la question des AESH. J'adore, je suis excessivement fan. Donc peut-être une petite remarque avant de développer, c'est que juste soyons vigilants à ne pas essentialiser l'autisme, à ne pas essentialiser l'AESH, puisque non mais c'était un exemple précis. Chaque situation est particulière, il est toujours... En tout cas, il faut être, encore une fois, vigilant sur le fait de ne pas identifier la personne par rapport à son trouble. Alors, on parle, il est autiste, il est 10, mais il a un prénom, il a une singularité, il a des goûts, il a... voilà. Donc, mais c'est important pour le discours, et de la même manière, concernant les... Oui, mais on garde un anonymat quand on ne donne pas les noms. Concernant les accompagnants, et je pense que tu vas en parler, Bénédicte. Alors, je fais la remarque, du coup, puisqu'il y a l'auditeur qui nous suit. Je disais ce que j'avais prévu tout à l'heure, ça y en a pour 5 secondes. Oui. Il est conducteur de bus et il marque, et j'ai pu, en étant conducteur de bus scolaire pour parler avec des accompagnants qui m'ont dit que certains établissements de Menton et alentours ne sont pas encore adaptés à recevoir des enfants atteints de troubles psychiques ou moteurs. Voilà, effectivement. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Oui, alors je me permets de rebondir par rapport à ce que tu viens de dire juste un instant. Ça va dans ton sens, hein, Jean-Luc. Le rapport en fait thématique de la Cour des comptes qui date de septembre 2024, puisque je l'ai lu aussi, qui parle de l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, précise que malgré les efforts de transformation du système scolaire, je cite, la politique nationale d'inclusion scolaire ne permet pas de couvrir l'ensemble des besoins des élèves de manière efficace et équitable. Ce qui arrive à Menton, c'est dans toute la France. Et en tout cas, Menton l'a fait, en tout cas, parce qu'au niveau du bus, par exemple, nous avons adapté complètement un bus pour l'accueil d'enfants au fauteuil, et nous avons de suivre une formation spécialisée à Menton. Donc Menton a fait le nécessaire. Il y a d'énormes inégalités territoriales. Bien sûr, des inégalités territoriales sont énormes sur ces questions-là. Bénédicte. Tu commences sur les AESH et je prends la suite. Bénédicte, tu travailles avec des si j'ai bien compris. Alors, pas en direct, mais... D'accord. Donc, des AESH, ce sont des personnes, personnes accompagnant des élèves en situation de handicap. Voilà. Donc, c'est la MDA, Maison départementale de l'autonomie, qui a récemment remplacé la MDPH, qui notifie, c'est-à-dire qui préconise en termes de compensation pour cet enfant, pour tel enfant, après avoir évalué ses besoins. Non, rien. On entendait quelqu'un. Donc, la MDA va proposer comme moyen de compensation, par exemple, 12 heures d'AESH pour tel élève. Et donc, cette personne est censée venir dans l'école pour aider donc, les AESH sur le temps scolaire. Avant, on avait aussi des AESH sur le temps périscolaire, mais il y en a de moins en moins, puisque les budgets ont changé. Bon, ça, c'est encore une autre question. Ça, j'en parlerai. Voilà. Donc, l'AESH vient en soutien de l'élève pour l'accompagner dans ses apprentissages. Sur le papier, ce qui est censé être, c'est que les AESH sont en lien direct, constant avec les enseignants. Et donc, l'enseignant, pas un joli mot que je vais utiliser, mais c'est pour avoir l'idée, l'enseignant utilise l'AESH dans sa pratique pédagogique pour lui donner plus de moyens ou des moyens différents à un élève ou à un autre pour apprendre. Donc normalement, ce qui devrait être, c'est que les enseignants et les AESH, ils aient des temps pour échanger, pour préparer, pour anticiper, pour observer aussi. Ce qui n'est pas le cas apparemment, si j'ai bien compris. C'est difficile. C'est très inégal. Voilà. C'est-à-dire que on le répète quand on va sur le terrain. Parce que moi, dans mon travail, je coordonne l'action d'une cinquantaine d'AESH sur un secteur. Et quand je vais sur le terrain, c'est la première chose qu'on voit, c'est le degré de collaboration entre les personnes, puisque les AESH aujourd'hui c'est la deuxième catégorie la plus nombreuse au sein de l'éducation nationale. Ce sont des personnes qui sont hyper engagés pour la plupart, où il y a vraiment une envie
de faire réussir l'enfant. Il y a vraiment une envie, il y a une part de vocation. Ce sont souvent des femmes avec une moyenne d'âge autour de 50 ans. Qui sont là aussi parfois par choix, puisque financièrement c'est un job qui est très très mal payé, il faut le dire. Au bout de 3 ans, depuis quelque temps, ils peuvent passer en CDI. Bref, il y a des efforts qui sont faits, mais on voit que c'est plus dans l'articulation et dans la collaboration entre les personnes, et en plus avec l'apport, et ça on le dit, et ça fait partie des perspectives, le secteur du médico-social, c'est-à-dire des éducateurs spécialisés, les psychologues, les neuropsychologues, bref, toute personne extérieure qui va pouvoir apporter une expertise et apporter justement quelque part de la formation, et pour arriver à des regards croisés. Parce que depuis tout à l'heure, on dit les enseignants, l'école, etc. Mais les enseignants seuls, l'école seule, ne peut pas relever ce défi. Voilà. C'est bon. Parce que du coup, j'ai perdu mon fil. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que déjà, c'est vrai qu'il me manque des AESH, mais ce que je trouve dommage, pour voir sur le terrain en tout cas, donc moi je travaille dans un établissement médico-social où on a une équipe mobile avec plein de professionnels qui se déplacent dans les établissements pour justement venir, quand on nous alerte. On arrive toujours quand c'est un peu l'urgence, mais en tout cas notre boulot c'est de venir... donner des billes à des professionnels qui ne réussissent plus à faire avancer un élève. Donc, ce qu'on voit, nous, c'est que les AESH, souvent, finalement, elles sont assez peu formées et elles sont assez peu informées. C'est-à-dire que ça arrive par exemple, une AESH, elle va prendre sa mission un lundi matin de rentrée avec un élève pour 12 heures. Elle ne sait pas. Elle ne connaît rien. Elle ne connaît pas l'élève. Elle ne connaît pas ses difficultés. Ça peut très bien être un élève dyslexique. Ça peut être un élève qui a des troubles de l'autisme. Ça peut être un élève qui a des troubles du comportement. Ça peut être n'importe quoi. Elles ne sont pas formées à tous les troubles en plus. Non, elles sont formées à rien. Elles sont un petit peu formées. Il y a des petits. Ça commence. Ça se met en place. D'accord. Ça se met en place. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Oui, mais c'est vraiment. Elle peut être formée un peu plus à un trouble qu'un autre et c'est pas évident. Voilà. Mais on ne va pas les mettre en fonction des troubles auxquels elles sont formées. On ne va pas donner un enfant qui va avoir tel type de trouble avec tel AESH qui est formé à ça. Et ensuite, par rapport je vais peut-être permettre à Yves de rebondir sur le nombre des AESH. C'est vrai qu'il y a besoin, c'est vrai qu'il en manque. Après, il faut aussi se mettre en tête que l'AESH, ça ne fait pas tout. Ça ne gomme pas la situation du handicap. Bien sûr. Ça ne gomme pas le trouble. Et que parfois, il y a des élèves, je suis désolée de dire ça, je vais peut-être choquer, mais qui fonctionnent mieux sans AESH qu'avec. Bien sûr. Parce qu'il y a des personnes qui comment dire, manque de formation, etc., qui ancrent en fait l'élève dans sa difficulté, malgré elle. Et il y a des élèves qui, finalement, quand ils réussissent à se saisir des outils qu'a mis en place l'enseignant, et on en revient, la boucle, elle est un peu bouclée, à l'accessibilité pour tous, certains élèves réussissent à se saisir. Ils n'ont pas envie d'avoir une personne à côté d'eux parce qu'ils trouvent que c'est stigmatisant. Et finalement, ils réussissent, en faisant l'effort de se saisir des outils de l'enseignant, à avancer petit à petit, un peu tout seul. Et donc, des fois, l'AESH, ça peut être contre-productif. Alors, je vais prendre des cailloux, je pense, en sortant d'ici. Attends, c'est moi qui vais parler après, t'inquiète. Ce qu'il faut retenir dans ton intervention, c'est que les réponses de compensation qui sont apportées à l'école et aux familles, et la plupart du temps, un accompagnement humain. Pourquoi ? Parce que c'est souvent à la demande des familles. C'est-à-dire que le parent dont l'enfant présente de grandes difficultés d'adaptation, il va être rassuré s'il y a une personne avec son enfant. Excuse-moi, je me permets de te couper. Parce qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que toutes les demandes de compensation de handicap, quelles qu'elles soient, elles sont faites par les familles. C'est-à-dire que on demande à la famille, dans un dossier CERFA, CERFA, comme on demanderait n'importe quel autre CERFA traditionnel, bien sûr. On demande à la famille d'écrire ce qu'elle veut. Sauf que malheureusement, certaines familles ne sont pas forcément informées de ce qui existe. Elles ne savent pas forcément comment aider leur enfant. Tout à fait. Elles n'ont pas reçu les infos essentielles. Et donc elles disent moi je veux une... Parce que ça rassure un parent. Moi mon gamin il a des difficultés à l'école. Je suis rassurée s'il a un adulte à côté de lui. Donc je demande quoi ? Je demande un AESH. Sauf qu'en fait, si peut-être on m'a expliqué un peu mieux
comment on peut l'aider. Est-ce que peut-être une autre perspective, c'est pas l'AESH que je vais demander. Peut-être que je vais demander un ordinateur pour mon enfant s'il a des troubles à écrire. C'est peut-être plus intéressant qu'il apprenne avec un ergot à se servir d'un ordi plutôt qu'avoir une personne à côté de lui. Ou un mobilier adapté, qui etc. lui prend ses cours. Voilà. Et donc en fait, il y a aussi le problème en amont de l'information et de Alors, les familles ont des droits et elles savent souvent très bien les exercer. Il n'y a aucun problème. Par contre, les familles, elles ont aussi besoin souvent d'être informées. Elles sont en demande qu'on leur explique les choses. Parce que quand on dit à une famille, c'est vous qui faites la saisine à la MDPH, c'est vous qui allez écrire ce que vous voulez. Ils vont écrire quoi si on leur a pas dit. Donc, ils vont écrire AESH. Bien sûr. Et après, une fois que c'est notifié, ils ont une AESH. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Donc, un AESH bien utilisé, c'est génial. C'est un atout énorme. Un AESH qui manque de formation, qui manque d'infos et qui n'est pas bien utilisé, même si j'aime pas du tout ce terme, mais en tout cas, ça peut être contre-productif. Alors bon, moi je me permets d'aller un petit peu plus loin. Moi je critiquerai pas ce métier qui a été inventé grâce à cette loi en 2005. Moi je le critiquerai pas du tout. Je dirais simplement qu'à un moment donné, on est malheureusement à un stade où le nerf de la guerre, c'est l'argent. Désolé de le dire aussi de façon aussi crue, mais un AESH, ça gagne très très mal sa vie. Alors effectivement, oui, tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'AESH et j'en connais, j'ai eu l'occasion d'en connaître grâce à Hélène, et même moi j'en connais qui sont aussi à l'endroit où je travaille à Monaco, même si à Monaco les conditions de travail ne sont pas du tout les mêmes pour les AESH. Voilà, ce sont des gens qui gagnent très peu. En termes de formation, c'est le minimum syndical. On va être clair, c'est le minimum syndical. Et oui, effectivement, ce qui manque aujourd'hui, c'est certainement un organisme de coordination qui peut prendre en charge un enfant de façon individualisée qui est en situation de handicap, et que là, on puisse définir dans un cadre d'un accompagnement précis avec les enfants, les parents, l'enseignant et éventuellement une éventuelle aide ou un psychologue, de pouvoir dire voilà, votre enfant, comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure, effectivement, plutôt que d'avoir un AESH, il aurait peut-être besoin d'avoir un ordinateur, il aurait peut-être besoin que tel professeur dans certaines matières puisse adapter certains types de cours. Nous, quand on reçoit des PAP à Monaco, mais Monaco, c'est une bulle à part. C'est une niche. C'est une niche, c'est plus petit, il y a du budget, mais la réalité, c'est que moi, quand j'ai un enfant dans une de mes classes qui est en situation de handicap, je sais exactement déjà quel type de handicap il a, je sais quel type de réponse pédagogique je peux apporter, ce qui peut être tout bénéfice pour lui, et effectivement on va vraiment adapter en fonction de l'enfant. On fait du coût humain, mais effectivement Monaco c'est 2 km², effectivement on a du budget, c'est pas comme en France, c'est beaucoup plus simple, mais moi ce que je veux dire c'est que finalement, j'en suis à être peut-être un peu, je vais être un peu direct, mais les AESH, c'est peut-être aussi une fausse bonne idée, clairement. Il fallait le faire, je pense que c'est intéressant d'avoir fait dans cette loi. Est-ce qu'il fallait le faire comme ça? Je vais être clair, moi j'ai pas de compte à rendre à l'éducation nationale, donc je peux me permettre de parler. Objectivement parlant, pour moi, c'est une fausse bonne idée, mais vraiment. On pourrait, ou alors on prend des AESH, on crée une école de formation des AESH, on les forme pendant peut-être 3 mois. Là, ça c'est une vraie formation, et à ce moment-là, après, on les paye un vrai salaire, pas 700 € par mois. Parce que si vous faites vos comptes, comme m'a dit ma femme, j'en ai encore discuté avec elle tout à l'heure, si un AESH est obligé de se déplacer dans plusieurs écoles, il doit avoir son véhicule, ça veut dire qu'il doit payer l'essence, ça veut dire que bon, les 700 € par mois, désolé, mais ils font 24 heures par semaine au maximum, d'après ce que j'ai compris, c'est dans leur statut. Au bout du compte, oui, alors il y a des gens qui ont peut-être plus de 50 ans, c'est peut-être pris comme un complément de salaire. Enfin bon, voilà, on peut tout envisager. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tout travail mérite salaire. Et surtout, on est sur de l'humain. L'éducation, c'est essentiel. C'est la base de notre société. Quand on fait une loi aussi intéressante que celle-là sur le handicap, moi, je pense qu'il faut mettre les moyens. Clairement. Et là, les moyens, je suis désolé. Pour ça, à mes yeux, ils ne sont pas mis. En réalité, ils sont mal utilisés.
Certainement. Si on regarde, Pas mis ou mal utilisé. si on regarde La fausse bonne idée. un autre modèle, on prend souvent, puisqu'on est à la frontière avec l'Italie, on prend souvent nos voisins italiens comme exemple, où quand il y a un enfant en situation de handicap, il y a 2 enseignants dans la classe. Mais voilà, c'est là où je veux en venir. Et par expérience, effectivement, un enseignant spécialisé en doublette avec un autre enseignant, c'est l'équivalent de 4 ou 5 AESH. Donc, par contre, le problème, c'est la stratégie, en tout cas, qui a été la politique qui est la nôtre depuis maintenant une vingtaine d'années. On voit que c'est devenu une impasse. Pourquoi ? Parce que la notion de situation de handicap fait que on a de plus en plus de personnes qui sont dans cette situation-là, et que en individualisant les réponses, eh bien, on se retrouve dans quelque chose qui est quantitatif et moins qualitatif. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en donnant des chiffres. On peut donner des chiffres et on peut tout faire dire aux chiffres. Mais objectivement parlant, je maintiens ce que j'ai dit. Pour moi, c'est une fausse bonne idée. Jean-Luc, je propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve quelques instants après pour évoquer du côté des familles justement on va dire comment s'y prendre, comment faire. Vous allez leur donner effectivement. On va leur donner des pistes, même collège-lycée sur la question des PAP. Pour les aider. Un petit break musical, on se retrouve juste après les 18h41. Il nous reste un bon petit moment, sachant qu'on a une autre émission tout de suite derrière. Allez, bien sûr. Petit break musical, on se retrouve juste après. Un joli titre de bonne humeur avec Whistle of Joy et Corinne Jackson qu'on a reçu ici à la radio. Allez, on se retrouve dans quelques instants. It's not always easy to wake up happy all the time. But if you whistle a still song with me, it will make you happy all the time. Yeah, forget your worries, show me your very best smile. Sing along merrily, and let your body move to that sweet melody. That's the way to be. Whistle, whistle, whistle of joy. Whistle, whistle, whistle of joy. Now if you wake up feeling moody, 'cause the world is so wacky, wacky, think of this little magic, this magic little birdie, and your days will be always so sunny. Forget your worries, show me your very best smile. Sing along merrily, and let your body move to that sweet melody. That's the way to be. Whistle, whistle, whistle of joy. 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 Love is the key. Love's the key to live in harmony. So fill your heart up with the bright and the pretty, and sing along cheerfully. Whistle, whistle, whistle of joy. Whistle of Joy sur Radio Fréquence Méditerranée. On est de retour. DAB+, Web, iPhone et Android. Fréquence Méditerranée. La radio 100% soleil. Allez, on est de retour dans notre émission L'heure de colle avec cette question, tous handicapés, où on parle du handicap bien sûr, de l'enfant, mais surtout dans les écoles. On n'a pas parlé que de l'enfant, mais on est aujourd'hui dans le thème de l'école bien sûr. Tout à fait. Oui. Alors on a évoqué comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là aujourd'hui en faisant un petit détour par l'histoire.
Je vous propose à présent de nous intéresser du côté de la famille. Si justement, voilà, je suis parent d'un enfant de 3 ans qui rentre à l'école maternelle et je suis convoqué pour parler de problèmes de comportement, on va dire d'écart à la norme. C'est-à-dire que c'est le premier moment où l'individu se retrouve face à la norme, c'est l'entrée à l'école. Donc à ce niveau-là, il est important d'être vraiment dans une collaboration avec l'école. Je sais que c'est difficile en tant que parent, mais il est essentiel pour la réussite du projet éducatif de l'enfant qu'il y ait une alliance. Parce que c'est de la qualité de cette alliance entre l'école, la famille, éventuellement après les thérapeutes s'il y en a, puisque là, effectivement, on va envisager des rendez-vous extérieurs. Tout dépend, encore une fois, de la difficulté qui est renvoyée par l'école, puisque si c'est seulement des difficultés de vivre ensemble, effectivement, c'est le temps où on apprend à vivre en collectivité entre 3 et 4 ans. Voilà. Encore une fois, chaque situation est différente. Mais, on disait tout à l'heure, aujourd'hui, il y a plus de 10, plus de personnes handicapées, en situation de handicap. Pourquoi ? Parce qu'on dépiste. On repère. Bien sûr. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que première chose, on va vérifier que l'enfant n'a pas de trouble de la vision, n'a pas de trouble auditif. Voilà. On va aussi s'intéresser à son mode de vie. Par exemple, aujourd'hui, nous savons que dans les écoles, on voit arriver parfois des enfants de 3 ans qui n'ont pas développé le langage parce qu'ils sont exposés de manière intensive aux écrans. Donc on va travailler aussi avec la famille. Ou alors, si on avance un petit peu après dans la scolarisation, si je me rends compte que mon enfant ne parvient pas bien à mémoriser, il a des difficultés pour distinguer les sons, il a des difficultés pour écrire. N'attendons pas. Je sais que pas tout le monde est d'accord au sein de l'Éducation nationale, mais moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il vaut mieux dépister pour rien que de ne pas faire la démarche. C'est-à-dire que si on voit que son enfant n'a pas développé d'oralité, si un enfant justement il est mutique, que ce soit à l'école ou à la maison, il faut justement envisager de rencontrer des professionnels. Alors d'abord son médecin généraliste qui éventuellement peut faire un bilan chez l'orthophonie. Ça peut être aussi, aujourd'hui, les parents vont souvent voir des pédopsychiatres, à tort ou à raison d'ailleurs, donc ça c'est encore un autre débat, puisqu'on connaît des personnes qui ont besoin parfois, je fais une petite aparté, on connaît des parents parfois qui ont besoin d'entendre de la part du pédopsychiatre que oui, il faut punir votre enfant, oui, il faut mettre des règles, oui, n'ayez pas peur, tout va bien. Voilà, donc, voilà. Ça c'est un autre débat. Ça, c'est encore un débat. Mais en tout cas, voilà, que d'être alerté, en tout cas d'être attentif au bien-être de l'enfant, bien entendu. Mais vous voyez à quel point, en discutant, on a cette notion de situation de handicap qui est glissante. À quel moment ? Parce que si je juge que mon enfant il est dans une classe où il se sent pas bien, il est handicapé, donc il faut faire quelque chose. Donc il faut faire là aussi, il faut être vigilant. Donc s'il y a des alertes à l'école, on peut se renseigner sur comment je peux aider mon enfant. Et puis l'idéal, encore une fois, c'est d'harmoniser. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'autisme. Nous savons que un langage assisté avec des pictogrammes, s'il a la même chose à la maison que chez le thérapeute, donc chez ça peut être soit une orthophoniste, soit un psychomotricien, et à l'école, on sait que c'est le type de choses qui fonctionnent. Voilà, quel que soit son niveau, d'où qu'il vienne, c'est-à-dire que si tout le monde voit la même chose, si tout le monde a les mêmes objectifs, tout le monde va dans la même direction. Ne commence pas à dire, moi, si mon enfant va pas bien, c'est la faute A. Là, c'est pas possible. Il ne faut pas trouver des coupables, voilà. Il faut avancer. Par contre, discutons dans un lieu, à un moment où il faut. Voilà, demandons une réunion, ce qu'on appelle les équipes éducatives. Ça se fait pas devant la porte de l'école, ça se fait pas en apostrophant le professeur, ça se fait pas. Entièrement d'accord. Voilà. Donc voilà. Et puis après, en tant que famille, compte tenu aussi du contexte budgétaire compliqué, on a aussi des droits. Certaines familles, par exemple, attaquent l'État, attaquent l'éducation nationale, en opposant justement le droit à la compensation. Bien sûr. De la même manière, il y en a d'autres qui attaquent l'éducation nationale pour des heures de professeurs non remplacés. Bref, ça c'est un autre débat. Donc on le voit, ce qui fonctionne, c'est cette collaboration, c'est ce partenariat qui d'ailleurs est dans les tuyaux de l'éducation nationale. On a justement bientôt la mise en place de pôles qui permettent de mettre en place ce dont nous avons parlé. Bénédicte, tu peux nous dire 2 mots ?
des pôles d'appui à la scolarité. Donc l'idée, c'est, on a d'un côté des établissements médico-sociaux qui continuent d'exister, même si on a de plus en plus d'élèves dans les écoles ordinaires, parce que on vient en appui, on accompagne, on vient étayer les pratiques, on vient donner des soins. On favorise l'inclusion, voilà. Bien sûr. Et on a l'école. Le pôle d'appui à la scolarité, c'est en train de se mettre en œuvre dans plusieurs départements à titre expérimental et ça va être complètement acté dans 2 ans de partout. L'idée, c'est de détacher des personnels médico-sociaux donc, qui viennent des établissements spécialisés et des enseignants spécialisés sur des secteurs et de venir au plus proche des enfants pour justement discuter avec les enseignants, avec les équipes des établissements scolaires et de dire voilà, qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'un peu construit pour aider cet enfant. Est-ce qu'on peut lui proposer du matériel informatique? Est-ce que là, ça a du sens qu'il ait une AESH? Est-ce qu'il pourrait avoir tel ou tel soin à l'extérieur ou par le personnel médico-social? Donc l'idée des pôles d'appui à la scolarité, c'est maintenant de rassembler en quelque sorte les équipes des institutions et les équipes des établissements scolaires pour aller ensemble mettre en pratique cette école inclusive et pas juste avoir d'un côté le médical, le paramédical, de l'autre le scolaire qui ne se rencontrent pas finalement. Jamais, bien sûr. Donc si c'est bien construit et bien mis en œuvre, ça pourra être intéressant, je pense, à voir. Mais c'est très intéressant parce que si on adopte un petit peu un point de vue universaliste, et voilà, pour avoir justement travaillé très longtemps avec un public particulier, moi j'aurais un témoignage à faire, c'est que moi ça m'a ouvert à ma propre humanité pour commencer, et ça permet vraiment d'envisager la société et l'école différemment pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, c'est vraiment la singularité, la diversité, mais pour tous. Il ne s'agit pas d'additionner les individus, il s'agit de dire, voilà, ici, il y a un environnement, on accueille, et par exemple, je pense, la plupart du temps, ce qui met en tension les équipes et les écoles, ce sont les enfants qui souffrent de troubles du comportement. Et là, typiquement, on sait que c'est en innovant, en créant du collectif, si tu le dis, voilà, quand on associe les personnes du médico-social, du sanitaire et de l'éducatif, voilà, il faut qu'il y ait ce collectif, parce qu'il n'y a que comme ça, il n'y a que qu'en créant de l'institution, il n'y a que qu'en créant une communauté éducative pour faire en sorte que toutes les différences soient incluses. C'est ça la visée philosophique. C'est pas de dire, bon, j'ai mes gamins ordinaires plus mes gamins en situation de handicap, qui est AESH ou pas. C'est vraiment, j'ai un groupe. Et dans ce groupe, on va mettre en œuvre de la coopération, on va mettre en œuvre des outils particuliers pour mémoriser. On va aussi se poser la question, comment chaque enfant apprend? Il ne s'agit pas, encore une fois... En fait, ce qui est intéressant et ce qui nous permet de nous élever, c'est de s'inspirer de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on continue à apprendre, puisque vous savez que nos vérités d'aujourd'hui sont nos erreurs de demain. Voilà, donc ça, là-dessus, il faut être humble, encore une fois. Permettent d'améliorer la situation de tous. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de voir. Donc oui, on est tous différents, mais en même temps, on fait tous partie de la même institution. Institution qui est mise à mal, justement, par des demandes croissantes des familles. Et tout à l'heure, comme tu le disais, Bénédicte, ce sont les familles qui demandent les AESH. On est donc dans une logique de service. Et c'est là où il y a une tension au niveau de l'école. Et c'est là où nous, on est vraiment en difficulté. C'est-à-dire que je veux ça, donc comme si je vais à la cantine. La cantine, c'est un service, c'est pas une institution. Voilà. Donc je veux une AESH, je veux mon AESH. Ouais. Donc, alors que l'institution, qu'est-ce que c'est? On l'a déjà dit ici, on le répète et j'entends le générique, l'institution n'est pas faite pour satisfaire tous les besoins individuels. Donc s'il y a des moments où le collectif doit primer, eh bien il ne faut pas hésiter à le faire. Et c'est ce qu'on essaye de faire nous aussi en tant qu'éducateurs au sein des familles, c'est que parfois les règles, les lois, la tradition doit prendre le dessus sur l'immédiateté, sur la consommation et tout ce qui, on va dire, empêche les enfants d'apprendre. Non, puis en tant que... Donc, je me permets quand même de rebondir par rapport à ce que vous avez dit tous les deux. Moi, en tant qu'enseignant en collège et en lycée, je vois qu'on peut, avec juste de l'humanisme, un petit peu de réflexion, de la recherche
aussi totalement adapter des méthodes pédagogiques pour que justement ces enfants-là qui ont un PAP, on puisse les aider. Moi, je suis professeur en classe de 3e. Moi, les élèves qui ont un PAP pour dyslexie, dysorthographie, j'arrive facilement à créer des mesures de compensation. Et moi, ce que je fais, parce que là, on est face à des adolescents qui sont déjà des pré-lycéens en 3e, moi, je les vois en début d'année, je leur dis voilà, on m'a signalé un PAP pour vous, donc je les fais venir, je leur dis voilà, moi je compte mettre ça en place, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est bien et tout, je mets en place une compensation de points, je donne des explications de façon plus intense et généralement ça marche bien quoi. Voilà. Oui, associer les enfants aussi. C'est ça, important. C'est ça. Moi je les associe, ça fonctionne bien. Voilà. Parce que si on leur en général, si on leur demande comment ils arrivent à apprendre ou pas, ils savent très bien le dire. Mais bien sûr. Et pas que ceux qui sont en situation de handicap d'ailleurs. Bien sûr. Faut pas imposer, faut en parler. Les amis, une émission qui pourrait faire 2 heures, vous l'avez compris, mais l'école est finie. Hein. Mais on a été bon là. Attends. Surtout Yves a été très bon. Voilà. Message personnel. Yves a été excellent. Vous avez été exceptionnel. Petit message à ta compagne. Voilà, on pourra lui dire que tu étais au niveau ce soir. Voilà. C'est bien. Tu auras un 20 sur 20. Ou je sais pas si tout le monde avait la note. Prochaine émission. Dans 2 mois, on terminera l'année avec ça. Avec la laïcité et notre juge préféré Julien Ficara sera parmi nous. D'accord. Allez, voilà. un petit truc pour la laïcité. Le papa dit. Voilà, on va parler laïcité. Que l'acte d'amour. En tout cas, ça va se passer dans 2 mois, puisque ce sera la dernière émission pour vous de l'année, puisqu'on va clôturer ça en juin. Merci tous les 3. Nous, on se retrouve dans moins de 10 minutes pour une nouvelle émission. Cinéfocus spécial Harry Potter. Et vous allez retrouver, à part Bénédicte qui va nous quitter, on te fait un gros bisou, Bénédicte. Elle va rester pas loin. Elle reste pas loin. On va rester, en tout cas. On va retrouver les deux acolytes. On verra s'il sera aussi bon. Et on retrouvera, bien sûr, dans quelques instants, c'est la compète. Emmanuel Frissero et Noémie. Allez, à tout de suite, les amis. À très bientôt. Au revoir. Bye bye, au revoir. Fréquence Méditerranée.